Ben, écoutez, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Ça se fait. Donc, mon nom est Isabelle Stemmer et je suis, comme le disait fort justement Estelle, que je connais depuis très très longtemps, networking expert. Alors, j'ai 63 ans, j'ai 3 fils, 3 petites filles, 2 chats et un énorme réseau. Voilà. C'est effectivement ma carte d'identité. Ma mission, c'est effectivement de mettre en action, relier, acculturer, que ce soit des personnes physiques ou morales, pour les aider à faire de leur réseau un précieux levier de leur quotidien. Alors, effectivement, ceci ne m'est pas venu du jour au lendemain. C'est le fruit de 35 ans d'animation de communauté, principalement dans l'univers de l'enseignement supérieur, de l'entrepreneuriat, des réseaux féminins. J'ai une petite particularité, c'est celle de n'avoir cherché de job qu'une seule fois dans ma vie grâce au réseau. En effet, j'ai activé un certain nombre de leviers après ma première expérience professionnelle, que ce soit ma famille, que ce soit mes clients, que ce soit des fournisseurs, que ce soit le réseau d'alumni, pour passer d'un job à l'autre. Et j'ai finalement surfé sur un certain nombre d'opportunités qui se sont présentées à moi ou que j'ai créées, et j'ai fait d'une certaine façon du réseau à l'époque sans le savoir. Un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Parce qu'on est bien souvent appelé et amené à faire du réseau sans vraiment le savoir. Vous allez le voir. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment se traduit mon expertise? Eh bien, à travers un certain nombre d'activités. D'abord, l'écriture, puisque j'ai publié un premier ouvrage qui s'appelle Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro. C'est d'ailleurs la thématique de cette conférence. Cette première publication aux éditions Corps et Âme date de juillet 2017. Il y en aura une seconde en 2023. Elle est en préparation. Elle sera plutôt destinée aux entreprises, puisqu'on va parler de réseau comme levier de croissance des entreprises. Et donc, ça, c'est la première activité. Ensuite, la seconde activité, c'est ce que je fais aujourd'hui, la prise de parole, pour vous aider à y voir plus clair sur comment s'y prendre pour faire du réseau. Donc, j'anime des conférences, des ateliers, mais je donne des cours aussi dans un certain nombre d'écoles, principalement des écoles de management ou de commerce, mais aussi des écoles de l'Internet, car on travaille énormément en réseau dans cet univers-là, et donc c'est très, très utile. Ça se traduit par des événements où finalement je mets en présence soit des gens, soit des organisations, soit des gens et des organisations qui ont des choses à faire ensemble. Et puis, ça se traduit aussi, et on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu plus donc à la fin de cette conférence, par du coaching individuel ou collectif. Alors, assez parlé de moi. Maintenant, parlons de vous. Est-ce que vous avez une idée de là où vous en êtes par rapport à votre démarche réseau à vous? Alors, je vous propose de flasher le QR code qui s'affiche à l'écran et de répondre aux 20 questions posées par ce sondage. Ça prend 2 minutes. Et à la fin, votre score va s'afficher. Donc, on parlera de votre score à la fin. Je vous propose d'inscrire, quand vous avez terminé, votre score dans le chat. Voilà, c'est à vous. Alors, il demande un accès à Google Forms, c'est un peu long. Oui, il faut cliquer sur un lien. Voilà, il faut cliquer sur un lien. Bonjour, moi, demande envoyée. Je suis en attente. Je ne peux pas participer au quiz encore. Théoriquement, ça doit s'ouvrir. Alors, est-ce que j'aurais paramétré quelque chose de travers? Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres participants. Ouais, il me demande de me connecter en fait à Google Forms Oui. avec mon adresse mail. Après, Oui. Non, ah, bon. voilà. Share form. Voilà, ça y est. Il y a un problème, effectivement. On attend un mail en retour d'acceptation. Oui. Alors, ça y est, j'ai effectivement, j'ai pris mon téléphone et je suis en train d'accepter tout le monde.
Guy Marguet. Alors C'est voilà. moi. Voilà, ça y est, Vous je pouvez viens de l'accepter, partager. Isabelle. Ça arrive même en Suisse. D'accord. Bonjour la Suisse. Alors, voilà, j'ai répondu à un certain nombre de personnes en espérant que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, je confirme. Je recoupe le micro. Merci. Alors, je continue. Est-ce que les demandes continuent d'arriver? Voilà. Marie, je partage. Nathalie, je partage aussi. Voilà. Il doit y avoir un truc que je n'ai pas paramétré comme je le fais habituellement, parce que je n'ai pas ce genre de... Bon. Voilà, bah, moi, vous devez avoir reçu une demande d'accès, ça y est. Alors, Estelle, voilà. Super. Et c'est parti. C'est pas très long, hein. Il y en a pour 2 petites minutes. C'est juste pour savoir où vous en êtes. Je participe à des événements sérieux. Mais vous ne faites que ça, Estelle. Bien sûr. Oui, non. Mais ça ne nous regarde pas. Et alors ensuite, on doit vous partager le lien. Ils disent. Alors, théoriquement, vous avez un score qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc je veux juste avoir une idée de votre score. Donc, si vous pouvez l'inscrire dans le chat. Et après, Alors, je ne l'ai pas, moi, personnellement. Alors, théoriquement, il s'affiche en haut à droite, si ma mémoire est bonne. Exact, c'est marqué paramètres total des points. Voilà. Je ne me suis donc pas trompée. Ah, voilà, ça y est, je vois les résultats qui commencent à s'afficher. Et on gagne du chocolat ou pas? Ah, Oh. mais Guy est un obsédé du On chocolat. commence par un expert toute catégorie. Bravo, Guy. Donc, ça va être de la redite pour vous, bien évidemment. Bon, voilà. Alors, oh, Guy, pareil. Et elle aussi, mais que c'est formidable. On va devoir partager le chocolat en deux. Oui, enfin, depuis le temps que je l'attends, ton chocolat. Oui, Guy, depuis le temps que tu l'attends, c'est vrai. il en parle à chaque fois. Mais on n'en voit pas la couleur. Alors. Il vaut mieux parler du chocolat que du Ricard. Hein. Oui, c'est sûr. Ah, Marie affiche 15. D'accord. Marie, c'est aussi un nom que je connais. Oui, effectivement, on a déjà échangé, Isabelle. Oui, il me semble.
Ah, Nathalie est mauvaise élève. Elle ne Ah. s'enregistre pas à ses réponses. Normalement, en haut, complètement en haut du questionnaire, tu as le nombre de points qui s'affiche. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, eh ben c'est fabuleux, Nathalie. Ah, ben voilà. Bon, elle a été à bonne école aussi. Je pense, oui, effectivement. Si c'est la personne à laquelle je pense. Je suis désolée, je ne trouve pas le total de points. Je sais pas si Complètement c'est en haut à sur le droite. téléphone. En fait, ça me propose d'envoyer le formulaire, mais Oui, en moi haut à aussi. droite, j'ai rien du tout. Complètement en haut à droite. Il y a total des points en tout petit, normalement. J'ai rien du tout, en fait. Enfin, je l'ai pas. Alors, Après, est-ce que sur téléphone, ça fonctionne ou pas? Moi, je l'ai fait sur un téléphone. J'ai plusieurs personnes là dont je reçois la demande. Ah, voilà. Voilà, Magnim. Hop. Et voilà. Enso n'a pas accès au fichier. Alors, ça y est, je viens de l'accepter. Ah, super. Bon, c'était juste pour, comment dirais-je, vous impliquer un petit peu dans le sujet d'aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il y aurait ces petits désordres techniques et que ça serait aussi compliqué. Alors, on va peut-être avancer un petit peu, hein, le temps, comment dirais-je, que les uns et les autres terminent de compléter le questionnaire. Donc, vous allez voir votre total s'afficher en haut à droite. Alors, si vous avez au-dessus de 14, ben, manifestement, vous avez compris la mécanique du réseau, hein, commencer par donner avant de recevoir. Et puis, vous êtes d'une compagnie agréable et on aime vous donner un coup de main. Voilà. Hein, alors, entre 6 et 14, là, évidemment, on peut mieux faire. Ça manque un peu d'assurance, mais vous êtes sympa. Alors, sur un malentendu, on vous prend sous son aile pour vous aider. Et puis, en dessous de 6, le réseautage, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. Je pense que vous êtes aujourd'hui au bon endroit pour progresser. Voilà. Alors, ce petit questionnaire, ce petit intermède étant passé, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment vous donner quelques clés structurantes en 50 minutes à peu près, afin de vous aider à passer à l'action pour réseauter. Donc, on a vu avec Estelle une séance de questions-réponses, si on a le temps, suivra de 10 à 15 minutes. Donc, merci pour ne pas les perdre et quand elles sont présentes à votre esprit, de noter vos questions dans le chat tout le long de mon intervention et qui va se structurer de cette façon-là. Alors, est-ce que… Voilà. Vous voyez, donc on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Réseau networking, démarche réseau, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour bâtir un réseau solide et réactif en partant de son histoire personnelle? Les fondamentaux du networking en termes d'attitude et d'état d'esprit, quels sont les leviers pour activer son réseau, et ensuite, à partir du moment où on connaît les leviers pour activer son réseau, comment est-ce qu'on fait pour construire et piloter sa démarche réseau afin d'atteindre un objectif? Je partagerai avec vous quelques bonnes pages, et puis si Estelle me le permet, je terminerai par un instant promo avant les questions et réponses. Alors, en fait, j'aimerais partir d'un certain nombre de définitions qui apportent un éclairage sur des thèmes qui sont bien souvent confondus. On parle de réseau, de networking, de démarche réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, mon réseau à moi, de qui se compose-t-il donc? Eh bien, il se compose tout simplement des personnes avec lesquelles j'ai une tranche de vie en commun, quelque lointaine qu'elle soit, hein, cette tranche de vie en commun, hein, ça date peut-être d'il y a très très longtemps, quelque fugace qu'elle soit, cette tranche de vie en commun, ça a peut-être duré très très peu de temps, comme par exemple cette heure que nous allons passer ensemble aujourd'hui, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Alors, on tord le cou de cette façon-là à une première idée reçue. Vous allez voir que tout au long de cette intervention, je vais tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues et je ne m'en prive pas, selon laquelle le réseau est réservé à une élite.
Ben oui, parce que quand on part de cette définition, finalement, à moins de s'appeler Robinson Crusoe, on a tous une tranche de vie en commun avec sa famille, avec ses amis de la maternelle à l'époque universitaire et avec tous les gens avec qui on a travaillé. Donc voilà, mon réseau, toutes les personnes avec lesquelles j'ai une tranche de vie en commun. Et comment je fais pour le développer et l'entretenir, ce réseau? Eh bien, j'applique toutes sortes de techniques online, en ligne, offline, c'est-à-dire dans la vraie vie, par exemple, et je mets en œuvre un certain nombre d'actions qui me permettent d'entrer en relation avec un grand nombre de personnes, donc en partant bien évidemment de celles que je connais, pour constituer un cercle élargi et y faire circuler de la valeur. Donc sans aucune forme de transaction. Quand je parle de transaction, je pense bien évidemment à la transaction financière. C'est quoi finalement la valeur qu'on fait circuler dans un réseau? C'est des informations, c'est des contacts, c'est des recommandations, c'est des choses qui sont finalement intangibles, mais ça n'a surtout pas une valeur financière. C'est précisément ça qu'on appelle le networking ou réseautage en français ou en canadien, parce que tout vient de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, faire du réseau? C'est tout simplement comment j'active mon réseau de façon structurée et comment j'organise mon networking, toutes ces techniques dont on vient de parler, pour atteindre mon objectif, évidemment, préalablement fixé. Pour être plus synthétique, faire du réseau, c'est construire sa démarche réseau. OK, donc finalement, quand on visualise cet enchaînement de définitions, on comprend déjà qu'il va falloir faire les choses dans un certain ordre et non pas de façon déstructurée, qu'il va falloir s'interroger sur ce que l'on veut faire en activant son réseau, qu'il va falloir s'outiller, se préparer, s'entraîner pour gagner en confiance et être de plus en plus efficace. Et il va falloir ensuite sélectionner, on en parlera plus tard, les leviers sur lesquels on va s'appuyer pour avancer progressivement vers l'objectif de ses rêves. Mais pour faire les choses de façon structurée et méthodique, il convient d'abord de s'intéresser en tout premier lieu à ce fameux réseau que chacun d'entre nous a. Alors, et oui, on a tous un réseau. Alors, je ne sais pas si vous avez tenté ce petit exercice qui consiste à systématiquement lister les gens qu'on connaît dans sa famille, les gens qu'on connaît depuis sa plus tendre enfance, ses amis, les gens avec qui on a fait ses études, les gens avec qui on a travaillé, les gens avec qui on fait des loisirs, en faisant un petit effort de mémoire, donc sur un petit tableau Excel. D'ailleurs, a posteriori, je transmettrai à Estelle un petit tableau Excel qui vous permettra de vous prêter à cet exercice de la cartographie de votre réseau pour vous remémorer finalement de toutes les personnes avec qui vous avez une tranche de vie en commun. En commençant par, allez, on n'est pas trop exigeant, 5 à 10 personnes dans chaque rubrique, famille, amis, collègues, études. Mais attention, ce sont les principales catégories, mais le réseau finalement, c'est aussi les parents qu'on rencontre à la sortie de l'école tous les jours, à la même heure, les gens qu'on rencontre le soir quand on promène son chien, parce que au bout d'un certain temps, on rencontre toujours les mêmes personnes, toujours à la même heure, et donc on finit par, comment dirais-je, échanger quelques propos. Et puis, c'est aussi les gens à côté de qui on est assis dans le train ou dans l'avion, quand on passe 3 ou 4 ou 5 heures côte à côte. Il n'est pas rare qu'au bout d'un certain temps, on commence à échanger sur ce qu'on aime, ce qu'on fait dans la vie, et on ne sait jamais à côté de qui on est assis. Et on a parfois des très, très bonnes surprises. Donc, je vous invite très sincèrement, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous interroger de façon systématique sur les personnes proches qui font partie de ces catégories. Commencez, voilà, soyez modeste, commencez par 20 ou 30 noms, parce que ça sera la base de votre réseau. Donc, je transmettrai à Estelle un petit support qui vous permettra de le faire sans difficulté. Alors, vous connaissez sans doute la théorie des 6 degrés de séparation, qui est devenue
comment dirais-je, 3,4 avec Facebook, qui a effectivement fait une étude sur la question en 2016. Si, quelle que soit la personne avec laquelle vous voulez entrer en contact sur cette terre, que ce soit Barack Obama ou autre, eh bien, vous pouvez le faire à travers 6 degrés, enfin 6 personnes successives, mais maintenant 3,4, maintenant qu'effectivement on utilise les réseaux sociaux. Eh bien, cette théorie, elle est à l'origine de la théorie de la force des liens faibles, démontrée par 2 sociologues, Milgram et Granovetter, successivement en 1967 et en 1973. En fait, je ne sais pas si vous savez quels sont les critères qui permettent de caractériser la nature d'un lien. Eh bien, je vais vous donner la réponse. En fait, il y a 4 critères. Il y a la fréquence des contacts. Est-ce que effectivement c'est des personnes que vous voyez souvent et que vous êtes amené à croiser souvent dans votre univers proche ou pas, parce que c'est des gens que vous voyez de temps en temps, mais pas plus que ça. Le degré d'intimité, est-ce que vous êtes proche aussi parce que vous avez un lien de famille, par exemple, ou un lien d'amitié fort. La charge émotionnelle que vous mettez dans la relation, ça aussi, c'est quelque chose qui permet de caractériser un lien. Et puis, la réciprocité éventuelle des échanges. Alors, quand on a dit tout ça, bah, finalement, on se rend compte que les liens forts sont vraiment des liens permanents, indéfectibles. C'est des liens qui répondent à ces 4 critères. Hein. On voit les gens souvent, on a une intimité forte, on met beaucoup de charge émotionnelle dans la relation. Et puis, bah, quel que soit ce qui nous arrive, il y a une vraie envie de s'entraider. Et bien souvent, ces liens forts, c'est la famille, bien évidemment, et les amis très, très proches. C'est une vraie communauté de soutien, notamment en cas de coup dur. La famille, les amis, généralement, je dis bien généralement, parce qu'il y a aussi des exceptions, c'est des gens qui sont toujours là quand vous êtes dans le besoin, et quand vous avez un pépin. En revanche, les liens faibles, c'est des liens un petit peu plus inopinés, un petit peu plus épisodiques. C'est des gens comme ça que vous rencontrez dans un cercle élargi. Eh bien, figurez-vous que ces liens faibles sont les plus efficaces pour servir des objectifs professionnels, quels qu'ils soient, car ils permettent notamment d'accéder à des informations stratégiques de la plus haute utilité. Et ce sont ces liens-là qui ont le plus d'impact sur nos évolutions professionnelles, de quelque nature qu'elles soient, et qui nous permettent d'aborder des univers un petit peu différents de ceux qu'on fréquente habituellement, et qui nous permettent aussi d'aborder des façons de penser hors de nos standards et de notre zone de confort. D'accord? Donc là, encore une fois qu'on a dit ça, je vais tordre le cou à une deuxième idée reçue. C'est l'idée reçue selon laquelle il ne faut pas mélanger le personnel et le professionnel. Alors, quand on regarde un peu l'image du réseau idéal tel qu'il devrait être, eh bien, il devrait y avoir dans votre réseau idéal votre réseau personnel. Pourquoi? Parce que, effectivement, vos liens forts sont un formidable vivier de liens faibles. Or, comme on vient de le voir, ce sont les liens faibles qui vont vous amener finalement le plus d'informations stratégiques et qui vont vous permettre de penser différemment de ce que vous pensez habituellement. Donc, il faut bien évidemment intégrer dans votre réseau idéal votre réseau personnel, tout simplement parce que, effectivement, votre réseau personnel vous permettra d'accéder à des personnes, comment dirais-je, différentes, que vous ne connaissez pas nécessairement, mais qui vont vous permettre d'avancer pour atteindre votre objectif. Ensuite, dans le réseau idéal, on doit aussi intégrer un réseau d'experts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau d'experts? On a tous besoin à un moment donné d'un expert comptable, d'un avocat, de quelqu'un qui va faire un site internet, de quelqu'un qui va, comment dirais-je, un médecin, un ostéopathe, que sais-je, un coiffeur. On ne va pas confier sa tête à n'importe qui. On préfère effectivement passer par le biais de personnes qui nous sont recommandées par des amis, par exemple. Eh bien, ces experts-là, ils vous sont utiles
à un moment donné parce que vous vous posez une question et vous en avez besoin vous, mais ils vont être aussi utiles à votre réseau. Et c'est pour ça qu'il faut les intégrer dans le réseau idéal, parce que ce sont des personnes que vous allez pouvoir recommander à des personnes qui vous demanderont de l'aide pour trouver qui un avocat, qui un expert comptable, qui un ostéopathe, qui un coiffeur, etc., etc. Donc, c'est très important d'avoir un certain nombre d'experts dans son réseau idéal, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis, dans le réseau idéal, il y a ce qu'on appelle le réseau stratégique. Alors, c'est quoi le réseau stratégique? Finalement, c'est des VIP. Alors, attention, hein, quand je dis VIP, ça peut être des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que vous, mais qui ont une antériorité, qui ont un petit peu plus d'expérience que vous dans ce secteur d'activité ou dans ce métier. Des gens qui ont bien réussi dans une autre boîte, mais qui sont un petit peu en avance de phase par rapport à vous. Donc ça, c'est ce que je considère comme une VIP. Mais ça peut être aussi des gens médiatisés, des influenceurs, des têtes de réseau, des journalistes, des personnes qui sont comme ça capables de, si vous les connaissez bien, de vous faire entrer en relation avec un grand nombre d'autres personnes. D'accord? Donc voilà le visage de votre réseau idéal. Alors, évidemment, il faut partir de son réseau personnel, de sa situation personnelle pour tendre vers ce réseau idéal. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais j'imagine que vous avez tous un profil sur LinkedIn, plus ou moins bien alimenté, je n'en doute pas, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion sur LinkedIn d'accepter des personnes dont vous ne connaissiez pas l'origine. Tout ça, tout simplement parce qu'on vous a dit d'étoffer votre réseau. Donc, vous ne savez pas nécessairement ce que font ces personnes-là et qui elles connaissent. Alors, ce que je vous invite à faire, et là encore, je donnerai l'information a posteriori à Estelle qui pourra la partager avec vous, vous pouvez réaliser une extraction de votre réseau sur LinkedIn pour voir qui il y a dans votre réseau et vérifier, par exemple, que vos liens forts y figurent bien. Peut-être que vous n'êtes pas posé la question de vous connecter avec les gens de votre réseau personnel sur LinkedIn parce que vous vous êtes dit, j'ai pas besoin de LinkedIn pour rester en relation avec eux. Mais alors que du coup, vous devriez parce que du coup, via LinkedIn, vous allez voir avec qui ces personnes-là sont en relation. Donc, une fois que vous aurez fait cette extraction de votre réseau LinkedIn, vous pourrez, comment dirais-je, éventuellement commencer à faire évoluer votre réseau vers ce qui ressemble à votre réseau idéal. Et puis, vous pourrez du coup mettre en place des stratégies pour aller chercher peut-être de nouveaux experts ou pour aller chercher des VIP, des gens connectés à d'autres, des têtes de réseau, des journalistes, des gens qui sont un petit peu plus capés que vous dans un univers professionnel spécifique. Du coup, une fois qu'on a dit cela, c'était important de le faire, hein, dès l'entrée de la conférence, il convient de maintenant s'imprégner des fondamentaux du networking. En termes, je dirais, essentiellement d'attitude et d'état d'esprit, mais pas que. Alors, c'est un état d'esprit permanent, le réseautage. Bien souvent, on en fait quand on en a besoin, alors qu'en fait, on devrait en faire tout le temps. Pourquoi on devrait en faire tout le temps? Parce qu'il faut que ce réseau soit réactif au moment où on en a besoin. D'accord? Donc, si on n'en fait que quand on en a besoin, c'est pas quand on a besoin qu'on va créer une relation de confiance avec une personne et ça va prendre du temps. Et donc, du coup, quand on en a besoin, ça veut dire qu'on en a besoin tout de suite. Donc, si on en a besoin tout de suite, il faut avoir fait un travail pour gagner la confiance de ces personnes avec le temps. Et donc, finalement, c'est quand tout va bien dans sa vie qu'on devrait finalement, comment dirais-je, dédier le plus de temps possible à la pratique du réseautage pour que ce réseau soit le plus réactif possible au moment où on a besoin de l'activer. Alors, ça induit bien évidemment une notion de temps long parce que, comme je viens de le dire, la confiance, elle doit s'installer dans la durée. Donc, il ne faut pas attendre du résultat tout de suite. Ça prend du temps. La confiance s'installe progressivement et elle s'installe d'autant mieux que vous êtes vous-même une opportunité pour les autres. Et oui, le réseau, c'est
savoir être une opportunité pour les autres avant de saisir les opportunités. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui commencent à faire du réseau parce qu'elles en ont besoin et elles sont pressées que ça donne du résultat tout de suite. Et en fait, elles n'ont pas compris qu'il faut s'intéresser aux gens et surtout être à leur disposition, offrir ses services, leur offrir des opportunités pour que un jour ou l'autre, quand vous en aurez besoin, eh bien, on vous rende l'ascenseur. Donc, c'est ça le réseau, c'est vraiment être soi-même une opportunité pour les autres tout le temps, que vous soyez en attente de quelque chose ou pas, ou que tout aille bien dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors, bien évidemment, un des fondamentaux du réseau, c'est aussi d'oser. Le réseau peut apporter que ce qu'on lui demande, mais attention, hein, vos demandes, elles doivent être aussi précises que possible. Donc, du coup, pour aider les personnes que vous connaissez à vous aider au mieux, il faut oser, mais il faut aussi être très précis dans ses demandes. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un qui demande quelque chose de très précis, plutôt qu'effectivement, comment dirais-je, une demande qui soit assez vague et pas spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et délimitée dans le temps. Ça, c'est effectivement la définition de la demande SMART. Donc, être très précis dans ses demandes, comment dirais-je, pour comment dirais-je, faciliter le travail des gens qui font partie de votre réseau. D'accord ? Sachez que quand vous êtes à l'écoute des gens et que vous leur rendez un petit service, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous, a posteriori, d'oser demander quelque chose. C'est quelque chose que je pratique assez régulièrement et j'ai plus aucun frein lorsque je cherche quelque chose à faire un post sur LinkedIn ou sur Facebook ou à prendre mon téléphone en disant ah ben tiens Estelle, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui a tel ou tel profil sur Toulouse parce que j'aimerais bien développer tel ou tel business sur Toulouse, etc. Voilà. Moi, je réponds tout de suite, évidemment. Pardon ? Et moi, je répondrai tout de suite. Et bien évidemment. C'est pour ça que je m'adresserai à vous, d'ailleurs. Donc, comme c'est très difficile, finalement, d'oser demander quelque chose, vous rendez service, comment dirais-je, aux gens, en leur proposant de les aider. Donc, ça rejoint le point précédent, hein, finalement, un petit truc pour, comment dirais-je, vous faire des amis, c'est de leur proposer, de leur rendre un service, de sorte que quand ils auront besoin de vous demander quelque chose, ça sera plus, enfin, quand ils auront besoin de vous demander quelque chose, ça sera plus du tout un problème pour eux, d'accord ? Donc ça, il faut aller un petit peu au-delà de ces freins, mais sachez que généralement, c'est assez rare qu'une personne qui est un petit peu plus capée que vous, à qui vous n'osez pas parler, vous ferme la porte au nez parce que vous allez l'aborder pour lui demander quelque chose. Vous pouvez l'aborder, d'ailleurs, en commençant par lui faire un compliment sur la qualité de ses travaux, sur son parcours professionnel qui vous inspire, etc. Et dès lors que vous avez posé cela d'entrée de jeu, les personnes en question seront ravies. Elles aiment bien être valorisées. Donc, comme vous les aurez valorisées, forcément, vous vous en ferez des amis et elles vous aideront. Moi, j'ai eu à plusieurs occasions lors d'assemblées générale de l'association des anciens ESCP, puisque effectivement j'ai animé cette belle communauté pendant un certain temps, une communauté d'ailleurs qu'Estelle connaît bien. Eh bien, je me suis vue approcher de très très près des grands patrons qui étaient extrêmement réceptifs
et qui étaient vraiment totalement disposés à donner un coup de main, justement parce que ils ont l'habitude que, comment dirais-je, qu'on utilise une hiérarchie, comment dirais-je, pour arriver jusqu'à eux. Mais quand on est présent sur un événement où ils sont là, ils aiment être au contact direct des gens qui ont des choses à demander et qui peuvent aider. Donc, généralement, on a des surprises, mais ces personnes-là sont beaucoup plus accessibles et contentes d'aider qu'on ne peut l'imaginer. Voilà. Alors, bien évidemment, les fondamentaux du networking, c'est aussi soigner sa présence sur LinkedIn. J'imagine que vous êtes tous présents sur LinkedIn. On n'est pas là aujourd'hui pour faire un cours sur l'optimisation du profil sur LinkedIn, mais bien évidemment, soigner sa présence sur LinkedIn, ça veut dire avoir un profil aussi complet que possible, remplir toutes les rubriques. Ça veut dire être présent régulièrement. Si vous avez, comment dirais-je, une présence hebdomadaire, eh bien, essayez de la respecter parce que les gens qui vous suivent vont vous attendre chaque semaine et vont se demander pourquoi, si vous ne publiez pas pendant 3 semaines, vous ne l'avez pas fait, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose et ça risque quelque part de faire chuter votre influence si vous ne le faites pas régulièrement. Donc, soyez réguliers. Sur LinkedIn, ayez un discours soigné. Vous êtes en quelque sorte, si vous êtes salarié notamment, des ambassadeurs d'une marque, hein, donc vous êtes tenu d'utiliser une terminologie soignée, donc ayez un discours soigné, et puis ça nourrit aussi comment dirais-je, votre réputation d'expert éventuellement. Et puis, choisissez bien votre réseau. Je ne suis pas de celles qui disent qu'il faut absolument accepter tout le monde dans son réseau. Je dis qu'il y a certains profils qui, comment dirais-je, compte tenu de votre expertise ou en tout cas du domaine d'activité où vous êtes, ne vont pas spécifiquement valoriser votre réseau si vous les ajoutez. Donc, généralement, j'accepte beaucoup de gens, mais je vois bien qu'il y a certains profils qui sont des gens un peu débutants qui sont dans une démarche d'aspiration du réseau des autres et je l'ai constaté à plusieurs reprises. Donc, je fais quand même attention, je vais regarder le profil des gens qui cherchent à se connecter avec moi et en fonction… comment dirais-je, je réponds positivement ou pas. Et j'aime bien, lorsque l'on vient se connecter avec moi, que l'on m'explique pourquoi. Un petit mot d'explication. Ça permet d'ailleurs d'initier un dialogue, parce que finalement, LinkedIn, c'est aussi fait pour rencontrer de nouvelles personnes et initier un contact online qui débouchera peut-être, si on est sur la même zone géographique ou si on est appelé à se rencontrer, qui débouchera peut-être sur aller un café, un verre, un déjeuner pour approfondir des synergies. Donc, finalement, demander d'entrer en contact avec quelqu'un en lui expliquant rapidement pourquoi on le fait, c'est une façon d'entamer un dialogue qui va peut-être déboucher sur quelque chose d'autre. Rester soi-même online et dans la vraie vie, effectivement, il faut être autant que possible cohérent entre ce que l'on est dans la vraie vie et l'image que l'on donne de soi online. Ça a pu m'arriver de rencontrer des personnes qui forcent un peu le trait sur les réseaux sociaux et qui finalement montrent d'eux-mêmes une image en mieux, alors qu'ils sont beaucoup plus, comment dirais-je, on va dire, terne ou pâle dans la vraie vie, on peut être surpris, effectivement, quand on finit par rencontrer des personnes avec lesquelles on s'est connecté sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez intérêt à vraiment être vous-même sur les réseaux sociaux et à être vraiment en cohérence avec qui vous êtes dans la vraie vie. Et enfin, ça c'est hyper important parce qu'on a souvent, comment dirais-je,
tendance à faire du réseau quand on a le temps, c'est-à-dire jamais, parce que c'est la dernière chose que l'on fait quand il nous reste une minute ou une heure ou une après-midi, que sais-je. En fait, l'idéal, c'est de mobiliser du temps pour s'y consacrer et de créer un certain nombre de routines. Vous le savez sans doute, il faut faire les choses, je crois, 21 fois pour que ça devienne une routine. Donc, en fait, tout bêtement, commencer par peut-être se mobiliser un créneau horaire, une fois par semaine, pour faire du réseau. Puis là, je vous donne un certain nombre de petites recettes pour créer des routines. Par exemple, passer 20 à 30 minutes par jour pour les interactions sociales. Alors, quand je dis les interactions sociales, c'est effectivement liker un post sur LinkedIn, faire un petit commentaire, mais c'est aussi passer un coup de fil à quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps. C'est aussi ça, hein, une interaction sociale et éventuellement, comment dirais-je, quand on rencontre un voisin dans la rue, c'est aussi lui demander comment il va et comment les choses évoluent pour lui pendant la crise sanitaire, par exemple. C'était important, hein, de faire attention à ses voisins si effectivement pendant l'heure qu'on avait de libre pour se balader dehors, c'est important de prendre des nouvelles des gens qu'on a l'habitude de côtoyer. Voilà. Donc les interactions sociales, c'est online, mais c'est aussi au téléphone et c'est dans la vraie vie. Donc dédier, allez, 20 à 30 minutes par jour pour cela. Ensuite, ne pas oublier, bien évidemment, de présenter ses vœux. Donc ça arrive une fois par an et je pourrais en parler très très longtemps, mais personnellement, présenter mes vœux à mon cœur de réseau à travers des cartes que j'envoie par la poste, puis par des mails personnalisés à des gens comment dirais-je, que je connais un petit peu moins bien, mais auprès desquels je veux rester présente, ou bien sur les réseaux sociaux pour effectivement le reste de mon réseau. Ça prend un petit peu de temps, certes, mais je ne le considère pas comme une corvée, mais comme une opportunité pour moi de fixer un certain nombre de rendez-vous réseau qui vont durer éventuellement jusqu'à la fin du mois de mars de l'année suivante. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment une tradition qu'il faut vraiment entretenir. Souhaiter les anniversaires professionnels. Là, maintenant, on a la possibilité de le faire parce que LinkedIn nous le rappelle. Féliciter les prises de fonction, très important, parce que quand quelqu'un de notre réseau prend de nouvelles fonctions, ben, généralement, il a 100 jours pour faire ses preuves. Et donc, du coup, il a 100 jours aussi pour éventuellement faire appel à de nouveaux consultants ou à de nouveaux prestataires, etc. Donc, féliciter la prise de fonction, c'est aussi vous rappeler au bon souvenir de ces personnes qui vont peut-être, comment dirais-je, on ne sait jamais, faire appel à vous parce que justement, elles ont besoin de faire leurs preuves rapidement. Prendre des nouvelles des personnes clés de son réseau au téléphone, déjeuner avec des personnes hors cercle habituel, et puis, bien évidemment, participer aux événements de votre entreprise, de vos réseaux, online, comme vous faites aujourd'hui, ou en présentiel. Bon, tout ça, évidemment, ça prend du temps, certes. Et bien souvent, les gens me disent « Ouais, mais c'est chronophage, etc., on n'a pas le temps, etc. » Si vous mobilisez, je ne sais pas, une demi-heure par jour sur votre agenda ou une demi-journée par semaine, c'est la recommandation que je fais d'une façon générale, dédiée au réseau une demi-journée par semaine, eh bien, si vous faites cela, vous verrez que, et si vous y tenez, vous verrez que progressivement, vous aurez du résultat. Alors, une fois qu'on a intégré tout ça, on est prêt à commencer à réfléchir aux actions qu'on va mettre en œuvre. Alors, quels sont les leviers pour activer son réseau? Eh bien, c'est tout simplement les personnes que l'on connaît, les événements auxquels on participe ou que l'on organise, les réseaux auxquels on contribue, comme par exemple ENAC Alumni, l'identité numérique et la présence en ligne que l'on a en termes de fréquence, en termes de contenu, et puis éventuellement, ça concerne peut-être un peu moins de gens, les publications qui nourrissent finalement notre expertise et qui nous permettent d'accéder à des réseaux plus vastes. Mais oui, parce qu'en fonction finalement de l'objectif qu'on va avoir,
on ne va pas nécessairement activer les mêmes contacts, on ne va pas nécessairement participer aux mêmes événements, pas nécessairement contribuer au même réseau, on ne va pas nécessairement avoir le même discours sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ce sont des leviers sur lesquels il va falloir agir et peut-être mettre en place un certain nombre d'actions priorisées en fonction de l'objectif que l'on a défini au préalable. Et du coup, cette fameuse démarche réseau, moi, j'ai l'habitude, en tout cas, de travailler de cette façon-là avec mes clients, c'est finalement de la construire en 6 étapes. D'abord, je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai dit, mais clarifier son objectif au mieux, de façon spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et définie dans le temps. Voilà, il faut être clair sur son objectif. On ne fait pas la même chose en fonction de l'objectif que l'on a. Je définis ensuite les piliers de ma démarche réseau. Quelles sont les personnes que je connais, celles que je devrais connaître, les événements où je vais habituellement, les événements où je devrais aller, les réseaux auxquels je suis naturellement reliée, mais ceux dans lesquels je devrais être plus présent. Quelle est ma présence online? Sur quel réseau social ai-je choisi d'être présent régulièrement? Est-ce que c'est LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok? J'en sais rien. Mais donc, en fonction de la cible que l'on a, on ne va pas nécessairement activer les mêmes réseaux online. Ensuite, une fois que j'ai fait cet audit sur voilà, qui je connais, qui je devrais connaître, quels événements, quels réseaux, quelle présence online, je vais identifier les forces et faiblesses de mon réseau par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Et là, à ce moment-là, je vais définir le plan à mettre en œuvre pour chacun des piliers de ma démarche. Parce que, évidemment, je vais partir de mes forces pour progressivement combler mes faiblesses et atteindre mon objectif. Et là, je vais mettre en place des actions avec comment dirais-je, pour chaque action, le temps que je vais y consacrer, des moyens financiers que je suis prêt à débloquer et puis le degré de priorité. Ça se trouve, je vais devoir participer à des événements ou contribuer à un réseau avant que de mettre en place une ligne éditoriale spécifique sur les réseaux sociaux. C'est plus important. Ou ça se trouve, c'est le contraire. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qui se définissent de façon extrêmement structurée. J'ai mis en place un petit outil que je vais partager avec vous par la suite. Je définis mes indicateurs de performance parce que ceux qui se mesurent progressent. Et donc, on n'a pas l'habitude de le faire pour le réseautage parce qu'on dit c'est un soft skill, etc. Sauf que ce n'est pas qu'un soft skill. Ça s'apprend, ça se mesure et à force effectivement de pratiquer, on s'améliore. Et donc, pour s'améliorer, autant mettre en place des indicateurs de performance pour chacune des actions. On va voir par la suite des exemples d'indicateurs de performance. Et en fonction des résultats que je vais obtenir, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Peut-être que finalement, une action que j'avais décidé de faire en premier, elle n'est pas aussi importante que ça et je vais la faire en deuxième, en troisième. Finalement, si, comment dirais-je, je devais faire un petit schéma, je ne suis pas très comment dirais-je, artiste sur PowerPoint, mais ça donnerait un peu ça. Hein. La construction, le pilotage de ma démarche réseau, c'est finalement la mise en perspective de mon réseau, mon histoire, mes connaissances, mes outils, mes habitudes et de mon objectif SMART, avec effectivement l'identification des forces et des faiblesses de mon réseau, des indicateurs de performance et les moyens que je suis prêt à mettre en œuvre en termes d'action, de finances, de temps, de priorité. Et ça donne ça. Donc voilà, si vous avez effectivement, si vous suivez ce petit tableau pour suivre la progression finalement de la construction de votre démarche réseau, c'est très schématique bien évidemment parce que ça peut devenir plus compliqué que cela. Vous voyez, pour chacun des piliers de ma démarche réseau, j'ai effectivement une colonne action à mettre en œuvre, finance, qu'est-ce que je suis prêt à débourser, temps passé et niveau de priorité. Je partagerai avec Estelle la présentation, comme ça, effectivement, vous pourrez en disposer aussi. Je partage avec vous certains exemples d'actions à mener. Voilà, donc ça peut être optimiser ma présence en ligne, ça peut être
gérer et développer des recommandations, ça va être développer mon réseau stratégique. Si ça se trouve, je n'ai pas de VIP dans mon réseau, donc il va falloir que je cherche finalement à étoffer mon réseau avec des personnes qui travaillent dans le même univers que moi, mais avec un peu plus d'expérience, ou des influenceurs, ou des journalistes, ou des têtes de réseo. Bien choisir ses réseaux d'appartenance et les événements auxquels participer. Oui, parce que c'est vrai que finalement, on est adhérent à ENAC Alumni. Je ne vais pas prêcher pour la paroisse d'Estelle, mais peut-être qu'on a besoin de changer d'univers en fonction de l'objectif que l'on a. Donc, ENAC Alumni, c'est bien, mais peut-être qu'il va falloir aller dans d'autres réseaux un petit peu plus spécifiques ou pointus pour finalement rencontrer les bonnes personnes par rapport à l'objectif que l'on a. Peut-être qu'on va habituellement à des événements qui ne nous permettent pas nécessairement de rencontrer les personnes qu'on a en ligne de mire. Peut-être qu'il va falloir mieux choisir ces événements et peut-être regarder d'un peu plus près les invitations que l'on reçoit et sélectionner les événements auxquels on va participer. Peut-être que donner de son temps dans le cadre d'une action humanitaire ou d'une association, ça peut aussi nous permettre d'entrer en contact avec un certain profil de personnes intéressant par rapport à l'objectif que l'on a. On peut aussi, bien évidemment, réactiver des liens distendus. Ça passe souvent par ça. Mais ça passe aussi pour des gens qui sont très introvertis par sortir de sa zone de confort, sortir de chez soi. Moi, je vois des gens que je coach dont c'est l'objectif. Hein, c'est voilà, moi je travaille derrière mon écran, j'aime pas rencontrer du monde, donc il faut changer ça. Et c'est le point de départ pour construire une démarche réseau efficace, c'est vraiment sortir de chez moi. Et donc là, ça va être beaucoup plus facile parce qu'on va recommander à la personne de participer à un certain nombre d'événements, etc. Mais quels que soient les événements finalement, puisque ce qui est important, c'est de briser la glace quand on rencontre des personnes pour la première fois. Donc ça marche dans n'importe quel type d'événement. Ça peut être une action, ça peut être organiser des événements pour fédérer sa communauté et développer sa visibilité. Ça peut être aussi finalement parce que tout à coup on veut s'afficher en tant qu'expert dans un domaine où on n'est absolument pas attendu. Ça peut être effectivement tout un tas d'actions à mettre en œuvre autour de s'afficher en tant qu'expert. Ça veut dire quoi s'afficher en tant qu'expert? Ça peut vouloir dire changer de ligne éditoriale, ça peut vouloir dire publier, ça peut vouloir dire comment dirais-je, rentrer dans un réseau où vous allez pouvoir rendre cette expertise visible. Voilà. Donc, voilà des exemples d'actions à mettre en œuvre pour finalement développer sa démarche réseau. Et je vous l'avais promis, de partager avec vous des exemples d'indicateurs de performance. Alors, encore une fois, là, je mettrai un petit mot, un petit lien à Estelle si vous ne connaissez pas comment dirais-je, la procédure pour accéder à son Social Selling Index. Effectivement, grâce à LinkedIn, on peut avoir un indicateur qui mesure finalement la qualité de votre présence sur LinkedIn et qui décompose cela d'ailleurs en plusieurs critères. Donc, en fonction des résultats que vous allez pouvoir éventuellement entamer un certain nombre d'actions sur LinkedIn pour aller dans le sens de votre objectif. Donc, mesurer son Social Selling Index une fois par trimestre, ça suffit amplement. Ensuite, peut-être évaluer le nombre de relations ajoutées sur LinkedIn en un mois. Et ça peut être en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois. Ce sont des exemples, encore une fois. Le nombre de déjeuners réseau en un mois, ça peut être un bon indicateur. Le nombre de services que vous avez rendus à des personnes que vous connaissez en 6 mois. Le nombre d'interventions en public en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois. Le nombre de publications hors LinkedIn en 3 mois. Vous pouvez être amené peut-être à écrire dans une revue. Si ENAC Alumni a une revue, peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'avoir une visibilité dans cette revue-là. Le nombre de participations à des événements online, offline, le nombre d'entretiens réseau en un mois. Vous voyez, il y a 1001 possibilités finalement d'indicateurs de performance en fonction des actions que vous allez mener. Voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça, je crois qu'il est 2h moins 5, donc j'ai plus que 5 minutes. Je partage avec vous un certain nombre de bonnes pages. Si effectivement le réseautage, la démarche réseau, ça vous intéresse, voilà, j'ai 4 ouvrages à vous proposer. Alors évidemment, pour 3 d'entre eux, il faut savoir lire l'anglais.
Donc, le premier est celui que j'ai coécrit avec Pascal Joly, vous en avez la couverture. Il y en a un deuxième qui s'appelle Never Eat Alone. Pareil, c'est un grand classique du réseautage. Il a été publié un certain nombre de fois et actualisé un certain nombre de fois. Donc, de Keith Ferrazzi. Alors, il y a une personne qui s'appelle Kelly Hoey, qui est un tout petit peu plus jeune que moi et qui a le même genre de métier que moi, outre-Atlantique, qui a écrit un bouquin qui est hyper intéressant, Build Your Dream Network, Forging Powerful Relationships in a Hyper-Connected World. Donc, comment est-ce qu'on finalement on met en place des relations puissantes dans un monde hyper connecté. Donc, c'est très actuel, c'est très intéressant. Puis, il y a un bouquin qui est assez sympa qui s'appelle Better Small Talk de Patrick King et qui va vous apprendre à finalement parler de tout et de rien. Donc, et effectivement, ça peut être un frein pour un certain nombre de personnes d'aborder des gens qu'elles ne connaissent pas. Et donc, du coup, ce livre vous permet finalement de faire mouche à chaque fois que vous rencontrez une personne nouvelle pour lui parler de sujets intéressants. Voilà. Instant promo, donc je pense que vous avez visionné la petite vidéo de ENAC Alumni sur les services, comment dirais-je, proposés dans le cadre du service carrière. J'y fais une petite incursion pour le programme que j'ai créé, le Trade Union by Isabelle Stemmer, pour apprendre à réseauter en pratiquant au sein d'un groupe de 10 à 12 personnes, de statuts différents. Ce sont des entrepreneurs, mais ce sont aussi des salariés qui pilotent leur carrière ou des salariés qui deviennent indépendants. Ça peut être aussi des jeunes diplômés donc qui cherchent à mieux s'insérer dans la vie professionnelle. Ce programme dure 6 mois, donc ça représente 24 heures réparties soit en 6 matinées en présentiel. Et si effectivement d'aventure il y a suffisamment de monde sur Toulouse qui est intéressé pour former un groupe, je pourrais me déplacer sur Toulouse une matinée pour animer un Trade Union by Isabelle Stemmer à Toulouse, où c'est 12 séances à distance, 12 séances de 2 heures. Donc, en fonction de l'endroit où vous êtes, effectivement, c'est soit du tout présentiel, soit du tout distanciel. J'ai tenté l'hybride lors des groupes pilotes que j'ai animés l'année passée. C'est beaucoup plus pratique d'être soit en tout présentiel, soit en tout distanciel. Et ça implique d'ailleurs une animation qui est un peu différente et une façon d'impliquer le public qui est un petit peu différente. Une fois qu'on a suivi ce programme, eh bien on rejoint un réseau d'alumni de ce programme et ce réseau, il est animé avec au moins 2 événements par an, un en juin, un en décembre, où vous allez rencontrer finalement des gens qui maintenant savent très bien réseauter puisqu'ils ont tous suivi le programme Le Trade Union by Isabelle Stemmer. Et donc, les prochaines sessions ouvrent à compter du mois d'octobre 2022. Et comme je le disais sur la petite vidéo que vous avez reçue, il y a des conditions très préférentielles pour les alumni de l'ENAC qui sont à jour de leur cotisation, bien évidemment. Bien évidemment. Ça va de soi. Voilà, alors merci de votre attention. Si vous avez quelques questions, je suis à peu près dans les temps aussi. Si vous avez encore 5 petites minutes à nous consacrer, vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Ça sera avec grand plaisir que je vous accepterai et ça nous permettra de continuer à dialoguer ensemble, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a